Premièrement, il ne se passe pas rien. Il y a eu énormément de progrès technologiques qui font que les outils qu'on utilise sont beaucoup plus efficaces qu'il y a 4 ou 5 décennies. L'intensité carbone de l'économie à l'échelle mondiale a été divisée par 2 depuis les années 1980. C'est lié au progrès technologique, au progrès des machines, à l'efficacité croissante des moteurs, à l'électrification, au développement des renouvelables. Il y a plein de raisons qui font qu'en fait, il se passe plein de choses. Ce ne sont pas des transitions énergétiques, par contre. On diminue simplement l'intensité carbone de l'économie. Je crois que c'est important de le poser comme ça, parce que ça oblige à laisser sur la table la question de la taille de l'économie. Moi, je trouve ce qui manque dans le débat public, des ingénieurs aéronautiques qui vous expliquent par A plus B pourquoi, en fait, l'avion à hydrogène, faut pas rêver. Des gens qui bossent dans la sidérurgie qui disent pourquoi, en fait, l'acier à hydrogène, ça va être très compliqué, etc. Je crois que ça aidera la discussion démocratique sur ces questions-là, quoi. C'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme, c'est juste une question de réalisme bêta. Enfin, je veux dire, voilà, il y aura plein de carbone dans l'économie encore en 2050. Où est-ce qu'on le met? Il va se passer quelque chose de très grave déjà sur les côtes. Et c'est ce qui explique, en fait, les climatologues et les paléoclimatologues, quoi. C'est qu'en fait, la planète qu'on est en train de créer, c'est une planète vraiment radicalement différente de celle qu'on a connue dans notre enfance même. C'est ça qui est très troublant, c'est la rapidité de ce qu'on enclenche à l'échelle des temps géologiques. C'est pour ça que la notion d'anthropocène, elle était intéressante. Des pays pourraient gagner temporairement du changement climatique. Donc il y a une très forte confiance des pays riches dans leur capacité à s'adapter, mais ils avaient bien conscience que pour d'autres personnes, ça serait plus difficile, quoi. Cette position des Elon Musk et autres, c'est une position très classique des impérialistes de la fin du 19e siècle, où il y avait aussi un discours sur « Mon Dieu, l'Europe court à bout de ressources, on a de moins en moins de métaux, etc. » Les ressources métalliques les plus intéressantes, elles se trouvent en Afrique, en Amérique latine, où il y a des peuples arriérés qui sont pas capables de les mettre en valeur. C'est complètement injuste, c'est complètement irrationnel. Il faut y aller pour récupérer tous ces minerais. Objectivement, le fait que le monde soit de plus en plus polarisé avec des tensions géostratégiques, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement, pour le climat. Enfin, ça fait, voilà, c'est purement catastrophique, quoi. Antes de empezar, recordad que ARPA Talks es una iniciativa de ARPA, una editorial independiente que apuesta por la divulgación del conocimiento, la cultura y el debate público de calidad. Si os gusta el podcast, os recomiendo leer libros de ARPA. Y si os gusta mucho el podcast, sabed que también podéis ser mecenas de ARPA Talks y ayudarnos a financiar el proyecto. Tenéis toda la información en la descripción. Por último, recordad darle al like, suscribiros, comentar, compartir, etc. Y ahora sí, vamos con el episodio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous affirmez qu'il n'y a jamais eu de véritable transition énergétique. Que voulez-vous dire exactement? Qu'entendez-vous par symbiose énergétique? Et pourquoi faut-il parler d'accumulation plutôt que de substitution? D'accord. Alors, l'histoire de l'énergie, on a tendance à la raconter comme une série de transitions. Pendant l'industrialisation, on serait passé du bois au charbon, et puis au XXe siècle, on serait passé du charbon au pétrole, et puis maintenant, face aux défis climatiques, il faudrait faire une 3e transition énergétique. Ça, c'est un discours qu'on retrouve très très présent parmi le personnel politique. Des gens comme John Kerry, par exemple, l'ambassadeur américain pour le changement climatique, il disait qu'il faut faire une nouvelle révolution industrielle. Donc il y a vraiment assez profondément ancré dans nos esprits cette idée que par le passé, il y aurait eu comme ça de grandes bascules énergétiques. Quand on regarde l'histoire, en fait, il y a déjà un premier constat évident à l'échelle mondiale. Toutes les énergies n'ont fait absolument que croître. On brûle de plus en plus de charbon en ce moment, on brûle de plus en plus de pétrole, on brûle de plus en plus de gaz, et on brûle aussi de plus en plus de bois. Le bois énergie de nos jours, c'est plus que le nucléaire. Donc en fait, on vit avec des sources d'énergie anciennes. Alors ça, c'est vraiment un point archi évident, c'est qu'à l'échelle mondiale, l'histoire de l'énergie, c'est une histoire d'accumulation et pas une histoire de grande transition. Le point que je fais dans mon livre, qui est un petit peu plus original, c'est qu'en fait, les énergies, c'est pas seulement qu'elles s'empilent les unes sur les autres, c'est qu'elles sont dans des relations d'entraide, dans des relations symbiotiques. Elles sont étroitement reliées les unes aux autres. On a beaucoup trop pensé ces questions de dynamique énergétique avec une vision darwinienne, comme si c'était des espèces en compétition sur un marché ou sur un écosystème. Et en fait, il faut aussi penser ces énergies comme des entités qui s'entraident, qui s'appuient les unes sur les autres. Je vais vous donner un exemple très, très clair, très simple. Je vous dis, le 19e siècle est souvent raconté comme une transition du bois au charbon. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que le charbon? Pour faire du charbon au 19e et au 20e siècle, on a besoin d'énormément de bois pour soutenir les galeries des mines. On a besoin de quantités considérables de bois, à tel point que l'Angleterre, au XXe siècle, utilise plus de bois
pour extraire du charbon qu'elles n'ont brûlé au XVIIIe siècle. Et en plus, comme il faut beaucoup plus de surface forestière pour faire du bois de construction, du bois d'œuvre plutôt que du bois de feu, l'Angleterre, en fait, consomme beaucoup plus de forêt au XXe siècle pour faire du charbon, de l'énergie, qu'au XVIIIe, quand elle n'avait pas encore accès au charbon, ou elle avait peu de charbon. Donc vraiment, cette idée de grande transition, de grande bascule, c'est faux, ça ne correspond pas du tout à la réalité de ce que c'est que matériellement la production énergétique. Quand on pense charbon, il faut immédiatement penser au bois. Sans bois, abondant, en Europe, il n'y aurait pas eu de charbon, donc pas de chemin de fer, pas d'acier, pas d'industrialisation. Le bois n'est pas secondaire au XXe siècle dans le système énergétique. Il est absolument central. Alors, est-ce qu'on pourrait justement rentrer dans le détail de toutes ces relations symbiotiques dont vous parlez dans le livre, non seulement celle du bois et du charbon, mais aussi l'histoire de l'éclairage, le rôle du nucléaire, la persistance de la force humaine et animale au XXe siècle, dont vous parlez aussi, de sorte qu'on comprenne de façon la plus concrète et détaillée possible pourquoi cette importance centrale que vous accordez à la notion de symbiose et d'accumulation se justifie. Alors, je vous ai simplement pris le cas le plus simple, c'est pourquoi on a besoin de plein de bois pour faire du charbon. Alors le cas anglais, en fait, il se vérifie pour tous les grands pays industriels, hein, c'est assez semblable. Le plus spectaculaire, c'est l'Union soviétique dans les années 60. On a plus de 25 millions de mètres cubes de bois qui partent dans les mines. C'est énorme, en fait. La production française de bois d'œuvre à la même époque, c'est d'être 6 ou 7 millions de mètres cubes. Donc c'est vraiment des quantités forestières considérables. Et c'est parce que c'est du bois russe qui sert à étayer les mines ukrainiennes. Il y a un canal qui est inauguré en 1952 et qui est présenté comme le symbole de l'entraide entre les populations fraternelles de l'Union soviétique. Et même en 1992, quand l'Union soviétique s'effondre, les mines ukrainiennes sont privées de cet apport de bois russe, et c'est une catastrophe pour les mines ukrainiennes, en fait, avec plus d'accidents, beaucoup moins d'extraction charbonnière. Donc encore en 1992, le charbon, dans certains pays, comme l'Ukraine, dépendait du bois. Mais après, en fait, la plupart des systèmes techniques qu'on associe à la modernité, au charbon, à l'acier, etc., en fait, dépendent du bois. Les chemins de fer, on aurait dû appeler ça des chemins de bois, parce que ça consomme beaucoup plus de bois que de fer, environ 6 fois plus de bois que de fer à la fin du 19e siècle, parce qu'il faut changer tout le temps les traverses des chemins de fer. Puis, en fait, à partir du moment où vous avez une économie qui croît, dopée par les fossiles, par le charbon, puis par le pétrole, en fait, vous avez de plus en plus de biens. Ces biens, il faut les empaqueter. Pour les empaqueter, pour les protéger, on utilise du carton en général. Donc, ça stimule l'industrie papetière. Or, l'industrie papetière est un énorme consommateur industriel d'énergie. C'est le 4e consommateur industriel d'énergie. En 1, c'est la sidérurgie. En 2, les cimenteries. En 3, l'industrie du chimique en général. Et en 4, les papeteries. Or, les papeteries, à partir des années 60, utilisent du bois énergie. Donc là, vous avez vraiment une symbiose à longue distance, si vous voulez. Vous avez une croissance des fossiles qui fait qu'en fait, vous allez consommer de plus en plus de bois énergie. Et donc vraiment, il faut penser ces énergies et ces matières comme étroitement reliées entre elles. On a le même genre de relation, encore plus solide, j'ai envie de dire, entre charbon et pétrole. L'idée qu'il y aurait une transition du charbon au pétrole au XXe siècle est évidemment fausse, pour une raison très très simple, c'est que le pétrole, ça sert avant tout à faire avancer des voitures, et pour faire une voiture, vous avez besoin d'énormément de charbon. Ford, dans les années 30, avait besoin de 7 tonnes de charbon pour faire une automobile. À cette époque-là, une voiture consommait environ 7 tonnes de pétrole dans sa durée d'existence. Donc dans les années 30, une voiture, c'est autant du charbon que du pétrole. C'est une technologie tout autant charbonnière que pétrolière. De nos jours, en Chine, on produit un peu plus, je crois, du tiers des voitures maintenant. Hein, c'est de loin la première puissance automobile au monde. Les analyses de cycle de vie donnent entre 2 et 3 tonnes de charbon pour produire une voiture. Pour l'acier, qui dépend complètement du pétrole, du charbon, pardon, et pour l'électricité qui en Chine est encore assez charbonnée. Donc vraiment, pétrole et charbon, ça va très très bien ensemble, d'autant plus que le pétrole, dans toute son infrastructure, de l'extraction jusqu'à sa consommation, en passant par la circulation dans des tubes, le stockage, etc., dépend de l'acier et donc du charbon. Des calculs sont faits pour l'Angleterre dans les années 30. Chaque tonne de pétrole consommée avait nécessité 2,5 tonnes de charbon en consommation induite
pour faire toute cette énorme infrastructure métallique, qui en plus se dégrade parce qu'elle est attaquée par les composés soufrés qu'il y a dans le pétrole, et donc il faut tout le temps la maintenir. Enfin, il faut imaginer des flux de charbon qui permettent l'usage du pétrole. Puis en plus, si vous avez des voitures, vous avez besoin de routes, parce qu'une voiture sans route, c'est quand même pas très utile. Or, les routes, c'est fait avec du charbon et de l'acier, deux matières qui aussi dépendent du charbon. Donc vraiment, charbon et pétrole vont complètement ensemble, et le resteront, c'est-à-dire autant la symbiose entre bois et charbon, elle finit par se distendre avec les grandes mines à ciel ouvert. On n'a pas besoin évidemment de support de mine, donc on n'a plus besoin de bois. Par contre, la symbiose entre charbon et pétrole, elle est fondamentale, et on la cassera jamais, quoi, a priori. Est-ce qu'il y a des contre-exemples historiques à cette logique symbiotique ? Alors, par exemple, je vous ai déjà mentionné le cas du charbon et du bois. Alors, il y a encore des mines souterraines qui utilisent du bois, mais à partir de... En fait, très tôt, on va dire, dès le début du XXe siècle, on est capable, grâce à des excavatrices, des gros bulldozers, etc., de sortir le charbon dans des mines à ciel ouvert. C'est-à-dire que ça devient rentable d'enlever 20 mètres de sol pour récupérer une veine de charbon. Et les productivités de ces mines-là sont beaucoup plus élevées que les productivités des mines souterraines. Donc dès qu'on peut, dès qu'il y a la bonne configuration géologique et dès qu'on a accès à ces machines, donc dès qu'on a suffisamment de capitaux, on préfère les mines à ciel ouvert. Et dans ces mines à ciel ouvert, on consomme relativement peu de bois. Et de nos jours, la majorité du charbon est sortie. Il faut vérifier parce qu'en Chine, il y a beaucoup de mines souterraines encore. Mais aux États-Unis, l'essentiel du charbon, dans les années 2000, est sorti dans des mines à ciel ouvert. En Russie, dès les années 60, il y a beaucoup de mines à ciel ouvert dans le bassin du Kouznets. Donc c'est vraiment la nouvelle grande technologie du charbon, c'est les mines à ciel ouvert, quoi. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, où on a eu une dissociation, d'une certaine manière, entre une matière qui était essentielle et qui le devient moins, entre le bois et le charbon. Mais non, je crois que c'est quelque chose... c'est pas que ce soit une loi de l'histoire, c'est qu'en fait, c'est dans tous les systèmes techniques, on a besoin d'une énergie pour en produire une autre. Et c'est encore vrai pour les renouvelables. Pour faire des panneaux solaires, on a besoin de silicium. Le silicium, on le fait avec des énergies fossiles. Pour faire des éoliennes, on a besoin d'acier ou de béton pour faire les énormes mâts des éoliennes. Ça dépend encore des énergies fossiles. Donc, je crois qu'il faut le reconnaître, il faut le prendre en compte. C'est pas une critique des renouvelables du tout. Ce livre n'est pas du tout une critique des renouvelables. Et d'une certaine manière, les émissions de CO2 liées à la production des panneaux solaires ou des éoliennes, c'est pas tant que ça. C'est pas ça qui pèse lourd. Ce qui pèse lourd, c'est plutôt les voitures électriques. C'est-à-dire l'électricité décarbonée ou relativement bas carbone. On aura besoin d'électricité, donc il faut y aller. Est-ce qu'il faut faire 1,5 milliard de voitures électriques qui pèsent 2 tonnes ? Là, il faut commencer sérieusement à en discuter, quoi. Alors, on parlera tout à l'heure de la transition, entre guillemets, en cours. Mais avant, j'aimerais bien comprendre ces logiques historiques, physiques dont vous parlez dans votre livre, que je recommande absolument. C'est un livre impressionnant. Nous, on publie beaucoup de livres sur l'énergie et l'écologie, et c'est difficile en réalité de trouver des grands livres, des livres qui proposent non seulement que de la vulgarisation de contenu expert, mais aussi des nouvelles idées. Et vous le savez parfaitement, votre livre est vraiment créatif, original. Et en bref, je l'ai beaucoup apprécié, je le recommande à tous nos auditeurs. Et la question que je voulais vous poser maintenant est liée au fait que même dans des cas de décorrélation entre vecteurs énergétiques, ce dont vous parlez aussi, c'est l'effet rebond, l'importance de cet effet rebond. Même si tout d'un coup, il y a un client d'un producteur de bois qui ferait du charbon, qui réduirait ses achats, le producteur de bois, il faut bien qu'il trouve d'autres usages. Et de fait, historiquement, il les trouve de la même façon que tous les producteurs énergétiques trouvent d'autres acheteurs quand il y a des clients ou des industries qui baissent en achat. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire du bois, effectivement. À partir de, je dirais, des fin 19e, années 30, il y a une diminution de la... Alors ça dépend des pays, mais par exemple en Suède, il y avait une grosse sidérurgie au bois. De plus en plus, ils utilisent du charbon, mais il n'y a aucun problème. Les producteurs de bois vont avoir un très beau marché avec les papeteries, par exemple. Donc il y a une réorientation des usages des matières qui semblent délaissées, mais qui en fait trouvent d'autres fonctions. En fait, le point de base, et je crois que j'aurais dû commencer par ça, c'est que ce que j'ai dit à propos de l'additionnalité sur l'énergie, en fait, les énergies n'ont rien d'original là-dedans. C'est vrai pour toutes les matières premières.
Quand on parle très légèrement d'innovation pour résoudre nos problèmes environnementaux, il faut juste se souvenir qu'au XXe siècle, malgré toutes les innovations qu'il y a eu, toutes les matières premières n'ont fait absolument que croître. Voilà. Donc les matières premières ne sont jamais obsolètes. On a quelques rares exemples de matières premières dont la consommation a diminué. C'est souvent parce qu'il y a des interdictions. L'amiante a diminué depuis les années 90 parce que dans un certain nombre de pays riches, on a interdit l'usage de l'amiante parce que c'est toxique. Et c'est un peu, si vous voulez, les seuls exemples qu'on a où vraiment il se passe quelque chose d'important dans la diminution des consommations matérielles. Le seul exemple qu'on ait d'une matière dont la consommation a diminué du fait d'une concurrence d'une nouvelle matière, c'est la laine de mouton, qui a diminué d'un tiers depuis les années 60 du fait de la concurrence des fibres synthétiques. Et c'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement, puisque ces fibres synthétiques, on sait pas, enfin, elles finissent dans les océans, on sait pas qu'en faire, quoi. Donc vraiment, l'histoire matérielle de l'humanité, c'est l'histoire vraiment de l'accumulation, quoi, d'une accumulation de tout et d'une accumulation symbiotique. Je crois que c'est vraiment un point de base dont il faut se souvenir, c'est effectivement la puissance de l'effet rebond, la puissance de l'effet symbiotique qui est un petit peu différent de l'effet rebond, c'est qu'en fait, les énergies et les matières sont reliées entre elles, et puis en fait, la capacité effectivement de, ce que vous disiez, des producteurs de matières premières à trouver de nouvelles fonctions à leurs matériaux qui sont en concurrence dans certains secteurs. Et pourquoi les historiens, ou en tout cas pourquoi le débat public a décidé de préférer les discussions en termes de part relative plutôt qu'en termes de valeur absolue? Alors ça, c'est toute la deuxième partie du livre, refait une généalogie de cette idée de transition. Et en fait, ça vient effectivement d'une vision assez nouvelle des dynamiques énergétiques qui émerge dans les années 70, où on regarde les choses en relatif. On parle non pas de la quantité de charbon que les États-Unis brûlent, la quantité de pétrole que les États-Unis brûlent, mais de la part du charbon, de la part du pétrole dans le système énergétique américain, et on peut faire la même chose à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est vraiment une discussion, enfin une manière de considérer l'énergie qui émerge dans les années 1970. Il y a des raisons, j'ai envie de dire, assez particulière, très précise à la personne qui commence à faire ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer dans les détails, mais c'est un savant italien qui s'appelle Cesare Marchetti, qui est le premier en fait à vraiment se dire c'est ça qu'il faut étudier, ce sont les parts relatives. Il fait ça pour faire fonctionner un modèle de prospective, de futurologie, qui est en gros l'utilisation des courbes en S. Des courbes logistiques, des courbes de diffusion de technologie. Ouais. C'est quelque chose qui est omniprésent de nos jours dans les discussions énergétiques. Ces courbes en S, c'est très réconfortant. Ouais. Parce qu'évidemment, on se dit, là, ça va doucement, mais vous inquiétez pas, ça va devenir exponentiel. Donc, c'est vraiment très réconfortant dans tous les think tanks qui expliquent que la transition va se faire et donc il faut y aller sans aucun problème, etc. Tout va bien se passer. Ils utilisent la courbe en S. C'est absolument central. C'est le cœur de l'optimisme autour de la transition énergétique, c'est cette courbe en S. C'est-à-dire que le premier à utiliser cette courbe en S, c'est Cesare Marchetti. Et Cesare Marchetti, ce qui est intéressant, c'est que ensuite, cette vision du système énergétique comme un système en transition, ça va être repris par un président américain qui s'appelle Jimmy Carter, qui en parle à la télévision en 1977 et qui introduit vraiment le terme de transition énergétique dans l'espace public américain et même mondial. Parce que peu après le discours de Jimmy Carter, à l'ONU, il y a une conférence sur la transition énergétique et les renouvelables. Donc c'est vraiment une nouvelle vision de l'énergie qui apparaît dans les années 70, où on regarde les choses en relatif. Alors, Cesare Marchetti, ça lui servait à faire fonctionner un modèle de prédiction. Je pense que de manière plus fondamentale dans l'espace public américain des années 70-80, au moment de la crise énergétique, l'enjeu, c'est pas le climat encore, même si ça apparaît, c'est pas central. Ce qui est important, c'est la sécurité énergétique, la souveraineté énergétique. Et donc, regarder la part du pétrole moyen-oriental dans le mix énergétique américain, ça fait entièrement sens en disant, faut faire diminuer cette part pour augmenter notre souveraineté énergétique. Donc, il faut augmenter la part de charbon, par exemple, réduire celle du pétrole moyen-oriental pour qu'on soit plus souverain, quoi. Donc, je pense que c'est pour cette raison principale que cette vision en relatif s'impose comme la manière, non pas dominante, mais en tout cas standard ou, je sais pas comment dire, tout à fait commune de parler du système énergétique comme un système en transition où on regarde les parts relatives. Parmi les historiens, puisque votre question portait aussi sur les historiens.
Oui, exactement. Je peux comprendre la logique compétitive de la politique et du monde de l'entreprise. Et en effet, la compétition... on part de marché, quoi. Exactement. Tout va vers la comparaison. La comparaison, en réalité, gagner, c'est s'assurer que l'autre perde. Et donc, la comparaison est établie assez rapidement. Mais j'espère que dans l'édition, c'est pas comme ça, que c'est un peu plus... Alors, l'édition est à la fois un monde entrepreneurial, mais aussi, évidemment, un monde qui a... une jambe et un bras dans le monde des idées. Enfin, je pense qu'on est à l'abri de logiques dogmatiques, purement business, mais bon, on ne doit pas être très loin. En tout cas, oui, du côté des historiens, des chercheurs, des écologistes, je pense que la conscience de la taille des impacts écologiques et matériaux de l'humanité sur la planète existe bien avant les années 60. L'histoire de l'écologie politique a un siècle ou deux. Oui, tout à fait. Comment ça se fait qu'on a oublié au moins pendant 30 ou 50 ans la question des valeurs absolues, y compris du côté de ceux qui devraient s'y intéresser davantage. Donc, vous avez raison, il faut bien dire, depuis 50 ans, depuis les années 70, c'est pas qu'on l'a oublié, mais c'est qu'on a une autre façon de regarder l'énergie qui peut être en concurrence avec cette vision en valeur absolue. Pour ce qui est des historiens, alors, je pense que et même pour ce qui est de l'histoire de l'énergie, les historiens de l'énergie ont raconté des histoires de transition énergétique massivement. C'est-à-dire, si vous prenez les livres classiques d'histoire de l'énergie, y compris ceux que vous publiez de Václav Smil, c'est vrai que la notion de transition, que je recommande qui est un très bon livre, hein, Václav Smil est un des meilleurs experts sur l'énergie. Il a une connaissance absolument encyclopédique sur ce sujet. Ce qui est très intéressant du cas de Václav Smil, c'est qu'à la fois, il est très sceptique, à juste titre, sur la transition à venir, sur cette idée qu'en 3 ou 4 décennies, on va entièrement sortir des fossiles. Et je pense qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles, effectivement, il faut être assez... Enfin, c'est très suspect, quoi, cette affaire. En même temps, dans ses récits historiques, il a des récits de transition énergétique. Alors, pourquoi ? Parce que Václav Smil prend son inspiration de Cesare Malchetti. Il le cite, il le discute. C'est vraiment, Malchetti est une figure centrale dans les années 70 et début des années 80, quand Václav Smil s'intéresse... Václav Smil a 80 et quelques années aujourd'hui. C'est une génération. Alors, Malchetti a 20 ans de plus que Smil, mais il y a eu cette influence qui joue un rôle. Le point, je crois, le plus important, c'est que la plupart des historiens de l'énergie, au-delà du cas de Václav Smil, la plupart des historiens de l'énergie viennent d'un intérêt, leur intérêt, c'est comprendre la croissance économique, comprendre l'envol de l'Occident au 19e siècle, c'est ça le genre de questions qui les intéresse. Et je dirais, pour étudier cette question, regarder les choses en relatif, ma foi, ça fait sens. Je veux dire, si l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, l'Europe est devenue le centre économique du monde, on peut dire, bah oui, le fait que le charbon se soit envolé, que le charbon, ça représente 90% de l'énergie en Allemagne, en Angleterre, etc. C'est normal d'avoir ce récit-là. C'est pas choquant d'une certaine manière. Même si, une fois encore, il faut pas oublier le bois. C'est-à-dire, sans bois, il n'y a pas de charbon. Mais bon, ça, c'est la petite pique que je fais aussi. À nouveau, oui, pardon. Mais voilà, donc c'est vraiment cette question, à mon avis, qui venait de l'histoire économique. Et puis, il y a une nouvelle génération d'historiens dont je fais partie, où la question centrale, c'est plutôt la question du changement climatique, quoi, les questions, finalement, des impacts environnementaux, où là, ce qui compte, ce sont vraiment les valeurs absolues, les valeurs relatives. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui compte. Et on le voit bien actuellement. Enfin, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les décennies qui viennent ? Un envol du solaire qui est bon marché, relativement simple d'installation, et en même temps une stagnation des fossiles. C'est un peu ce qui est en train de se passer en Asie en particulier. Et donc là, on voit bien qu'on pourrait très bien imaginer une grande bascule où en pourcentage, le solaire commence à vraiment occuper des places de plus en plus importantes, mais avec une stagnation des émissions. Et ce processus-là ne résout en rien la question du changement climatique. Donc c'est vraiment pour ça que une fois qu'on parle de changement climatique, c'est vraiment chaque tonne compte, quoi. Chaque tonne de bois, chaque tonne de charbon, chaque tonne de pétrole. Et donc c'est un nouveau regard effectivement sur ces questions-là. La question des valeurs, ça fait assez longtemps que l'écologie politique alerte sur les niveaux en termes de valeur absolue de nos impacts environnementaux et de notre niveau de prédation ou de consommation de ressources, mais il se passe rien. Est-ce qu'il se passe rien ? Est-ce que parce qu'on consomme aujourd'hui plus de bois, le monde est davantage déforesté qu'il y a 2 siècles ou qu'il y a 4 siècles ? Pourquoi les niveaux actuels de valeur absolue sont importants et pas ceux d'il y a 60 ans, alors qu'il y a 60 ans, il y avait des personnes comme vous et peut-être comme moi-même qui alertaient sur le danger des valeurs absolues de l'époque, qui ne sont plus du tout ceux de la période actuelle. Est-ce que ma question est claire ? Oui, elle est très claire. Alors, premièrement, il ne se passe pas rien. C'est-à-dire, il y a eu énormément de progrès technologiques qui font que les outils qu'on utilise sont beaucoup plus efficaces qu'il y a 4 ou 5 décennies.
L'intensité carbone de l'économie à l'échelle mondiale a été divisée par 2 depuis les années 1980. C'est-à-dire on a besoin d'émettre 2 fois moins de CO2 pour faire $1 de PNB maintenant qu'en 1980. C'est lié au progrès technologique, au progrès des machines, à l'efficacité croissante des moteurs, à l'électrification, au développement des renouvelables. Et puis c'est lié à la tertiarisation des économies. Et le secteur tertiaire est moins intense en carbone que le secteur secondaire et primaire. Donc il y a plein de raisons qui font qu'en fait il se passe plein de choses. Ce ne sont pas des transitions énergétiques, par contre. On diminue simplement l'intensité carbone de l'économie. Je crois que c'est important de le poser comme ça, parce que ça oblige à laisser sur la table la question de la taille de l'économie. Donc ça c'est vraiment le point le plus général, j'ai envie de dire. C'est pas du tout mon argument, c'est pas du tout de dire qu'il se passe rien. Le problème, c'est qu'il y a eu plein de choses qui sont passées, énormément de progrès qui sont derrière nous, en fait. Peut-être qu'on a fait les choses qu'on pouvait faire, on en a déjà fait une grande partie, en fait. Électrifier les procédés industriels, on le fait massivement depuis les années 1900, en fait, 1920. Je vous donne un exemple. Quand, dans les années après la Première Guerre mondiale, on fait passer les machines à vapeur, on les vire et on met des moteurs électriques, on divise par 10 l'intensité carbone de la force industrielle. Énorme progrès. De nos jours, quand on remplace une centrale à gaz par un champ de panneaux photovoltaïques, on divise par 10 ou 12 l'intensité carbone de l'électricité. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on vit, c'est pas une grande révolution qui fait d'un coup, il y aura une décarbonisation. C'est beaucoup trop naïf, parce qu'on a déjà fait des choses assez semblables à ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc ça, je crois que c'est vraiment le point important, c'est qu'il ne s'est pas du tout rien passé. Il se passe plein de choses du côté des technologies. Je voudrais revenir sur le cas du bois, qui est effectivement très intéressant et qui est souvent invoqué en disant, vous voyez, il y a plein de gens qui alertaient sur l'épuisement des forêts, et des forêts, il y en a de plus en plus en Europe occidentale. L'Europe occidentale, c'est reforester. Alors, c'est vrai, c'est lié... la croissance du stock de bois, c'est en fait à partir des années 50-60, c'est assez tard. C'est pas au 19e siècle avec le charbon, c'est plus tard. Donc 1950-1960. C'est en grande partie lié au pétrole. Alors il y a plein de raisons qui expliquent le fait qu'il y a eu ce qu'on appelle une transition forestière dans la littérature scientifique. Et toutes ces raisons, elles sont liées à l'afflux de pétrole. Donc, c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça pour le climat. Alors, le pétrole, quel rôle il joue ? Premièrement, par exemple, il permet d'avoir une agriculture beaucoup plus productive. Donc, on peut laisser davantage de place à la forêt. Il donne accès à de l'énergie directement, donc on n'a pas besoin de produire du bois énergie, ou beaucoup moins, évidemment. Il permet aussi d'avoir une foresterie beaucoup plus efficace, beaucoup plus intensive. Il y a eu une très très grande révolution dans la foresterie, au même titre que dans l'agriculture. Ce sont les plantations d'eucalyptus, qui ont des rendements faramineux. Je vous donne des chiffres, désolé, c'est fastidieux, mais au Brésil, la productivité à l'hectare des plantations d'eucalyptus, ça peut être 30, 40 mètres cubes à l'hectare de bois par an. La productivité des forêts en Europe au début du XXe siècle, c'était 2-3 mètres cubes. Donc on est petit par 20, quoi. Donc en fait, il faut imaginer que le bois, c'est une matière agricole comme les autres maintenant. Et puis il y a les transferts de biomasse, qui joue un rôle aussi très important. On transfère massivement de la viande d'Amérique latine, du soja, du Brésil, etc. en Europe, et ça permet d'alimenter nos bêtes et donc de laisser de la place pour les forêts. Donc en fait, vraiment, cet argument de dire, regardez, les lanceurs d'alerte racontaient n'importe quoi parce que les forêts ont cru, etc., à la fois c'est juste, et en même temps, ça néglige le fait qu'on a simplement déplacé le problème. D'accord, donc quand on voit des phénomènes locaux de récupération d'un certain actif écologique, généralement, c'est lié à une forme d'externalisation de consommation de ressources. Pour le cas des forêts, en Europe, oui, très clairement. Ce qui, en réalité, est très cohérent avec le discours des transhumanistes accélérationnistes qui consiste à dire, maintenant, il faut aller puiser sur la Lune, sur des météorites, dans le système solaire en général et au-delà. En réalité, peut-être que eux, ils partagent avec vous, avec les historiens de l'énergie qui insistent sur justement l'accumulation, le processus d'accumulation, de consommation ou de production d'énergie, une vision lucide sur la réalité énergétique de l'histoire de l'humanité. Ils sont peut-être lucides sur nos consommations matérielles, mais pas très lucides sur nos capacités technologiques à aller chercher des minéraux dans les astéroïdes ou sur la Lune, parce que c'est quand même... ce sera des quantités minuscules et ça coûtera des fortunes. Mais le problème, en tout cas, reste du côté du politique, pas du
pour ainsi dire, de l'histoire. Enfin, au moins, ils auraient une vision de l'histoire de l'énergie à peu près semblable ou compatible avec la vôtre, et après, ils proposeraient des projets politiques avec lesquels on serait pas d'accord. À la limite, au moins, c'est clair. Et c'est ce projet politique ça permet de clarifier les lignes de conflit politique. Et voilà, effectivement, ils sont pas en train de nous embrouiller avec le fait qu'ils vont dématérialiser l'économie. Ils sont clairement en train de dire non, on aura besoin de ressources, il faut aller les chercher ailleurs. Alors, cette position des Elon Musk et autres, c'est une position très classique des impérialistes de la fin du 19e siècle, où il y avait aussi un discours sur mon Dieu, l'Europe court à bout de ressources, on a de moins en moins de métaux, etc. Les ressources métalliques les plus intéressantes, elles se trouvent en Afrique, en Amérique latine, où il y a des peuples arriérés qui sont pas capables de les mettre en valeur. C'est complètement injuste, c'est complètement irrationnel, il faut y aller pour récupérer tous ces minerais. C'était un discours assez classique de justification de l'impérialisme. Je pense pas qu'on ait fait des guerres impériales pour ces raisons-là. C'est souvent des raisons plutôt géostratégiques, parce qu'à la fin du 19e siècle, en fait, on a assez peu de ressources finalement qui viennent d'Afrique, ou bon, d'Argentine c'est un peu différent, ou de Chili c'est un peu différent, mais ça reste encore l'Europe, la très grande puissance extractiviste. Mais en tout cas, c'était un discours très très courant parmi les milieux pro-empire à la fin du 19e siècle. Donc on retrouve une continuité à un siècle d'écart, ce qui n'est pas forcément réjouissant. Mais en effet, comme vous disiez, au moins c'est clair. Au sens aussi où ce n'est pas seulement clair, mais c'est aussi honnête politiquement. Voilà mon projet, tu peux l'aimer ou pas. Le problème de l'idéologie de la transition, tel que vous le décrivez dans votre livre, c'est qu'il est devenu œcuménique, je ne sais pas comment on dit ce mot en français, et on peut passer beaucoup de décennies à poursuivre une transition pour se retrouver dans des parages absolument différents à ceux qu'on nous avait promis. Non, mais c'est effectivement c'est un des points sur lesquels je conclus mon livre, effectivement, c'était de dire ce discours de la transition énergétique a été une justification puissante du statu quo, du business as usual, de la procrastination depuis la fin des années 70. C'est-à-dire l'idée qu'on a un problème, mais on va faire une transition. Ça, on le retrouve dans la bouche d'experts, d'économistes, de politiciens depuis la fin des années 70, pour tout un tas de questions, pour la question de la fin des ressources et pour la question du changement climatique très, très tôt. Donc c'est vrai que ce discours de la transition énergétique, ça a, à mon avis, plein d'effets néfastes sur la discussion démocratique qu'on devrait avoir autour de ces questions environnementales et climatiques. Ça oriente la question vers des discussions finalement très techniques, sur le réseau électrique, le solaire versus le nucléaire, la stabilité du réseau électrique, des choses finalement sur lesquelles objectivement le coup d'âme n'a pas grand-chose à apporter, parce que c'est quand même des questions assez techniques. Et par contre, les questions essentielles de à quoi ça sert le CO2, c'est quoi le CO2 utile, le CO2 inutile, le CO2 de luxe, le CO2 vital sur lesquels il ne faut pas rogner. Ça, c'est des questions de choix politiques et démocratiques, et c'est ça dont on devrait discuter, en fait, bien plus que de nos options technologiques, où il s'agit d'optimiser un système, et ça, je pense qu'on peut faire confiance aux techniciens pour le faire, quoi. Alors justement, sur la transition en cours, dont on a déjà un tout petit peu parlé, quelle serait, de façon synthétique, mais aussi transversale, votre vision de la transition en cours ? Alors, ma vision de la transition en cours, en fait, elle s'appuie sur les données de l'Agence internationale de l'énergie et les équivalents dans d'autres pays. En gros, ce qui se passe et ce qu'on sait faire, et là où on peut parler de transition, je pense sans trop tordre la réalité, c'est dans le secteur électrique. On sait produire de l'électricité en émettant très peu de carbone. C'est une bonne nouvelle, indiscutablement. Il y a deux remarques à faire. Premièrement, l'électricité représente 40% des émissions mondiales. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des gros progrès à faire. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le reste ? Là, c'est beaucoup plus compliqué. J'y reviendrai ensuite. Et le deuxième point que je voudrais faire, c'est un point plutôt historique. C'est de dire, en fait, ça fait longtemps qu'on sait faire de l'électricité sans émettre de carbone. On a même, à vrai dire, commencé à faire l'électricité en masse avec des barrages qui émettaient assez peu de carbone. Et donc, il faut relativiser, une fois encore, la révolution que représentent les panneaux solaires bon marché et les éoliennes. C'est important, une fois encore, c'est du progrès technologique, mais c'est pas du tout l'aube d'un grand futur décarboné, quoi. Donc, dans les 40%, donc je vous ai dit, les émissions d'électricité, c'est 40%. 40% de l'électricité mondiale est aussi déjà décarbonée, grâce à l'hydraulique, au nucléaire et de plus en plus grâce aux renouvelables. Donc, en fait, on a déjà bien avancé dans ce... Il y a plein de pays
où l'électricité est déjà décarbonée, les émissions elles restent beaucoup trop importantes par rapport à nos objectifs climatiques. Si vous prenez plein de pays différents, des pays comme la France, voilà, l'Espagne, mais le Brésil par exemple a un mix électrique largement décarboné grâce à l'hydroélectricité. Bon, je ne connais pas les émissions brésiliennes récentes, mais a priori c'est pas du tout un pays qui est en train comme ça d'arriver à zéro. Ils exploitent de plus en plus de pétrole, on est dans des trajectoires très différentes, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment, quand on considère les choses calmement, j'ai envie de dire actuellement, et puis avec un petit regard historique, on voit que c'est pas non plus une immense révolution, le fait que l'électricité solaire soit bon marché. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les 60% restants, j'ai envie de dire, les dynamiques sont plus compliquées que des dynamiques de transition. Le projet, on s'est dit on va tout électrifier en gros. Ça peut marcher par exemple pour les voitures individuelles. On peut électrifier les petites voitures. Le problème, c'est qu'une voiture, c'est une grosse masse d'acier. Donc en fait, une voiture, même électrique, elle dépend encore des fossiles à travers la sidérurgie, sans parler de tous les métaux compliqués qu'il y a dans les batteries. Donc là, c'est pas vraiment une transition. En tout cas, ça divise par 2 ou 3 les émissions de CO2 par rapport à une voiture thermique. Donc, une fois encore, c'est un progrès technologique, c'est un gain d'efficacité. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas du tout. On passe pas d'une énergie fossile à une autre énergie. On passe à quelque chose d'hybride, en fait. D'ailleurs, soit dit en passant, ce qui augmente quand on dit voiture électrique, souvent c'est les voitures hybrides qui augmentent beaucoup. En Chine en particulier, les moteurs hybrides jouent un rôle important dans l'électrification du parc. Donc on voit bien que c'est une transition hybride en fait. C'est pas du tout le passage d'un truc fossile à un truc décarboné. C'est beaucoup trop simple ça. Et puis après il y a tous les secteurs dits difficiles à décarboner. Ça, c'est l'expression qu'aiment bien les experts. Alors moi j'aime bien les euphémismes, mais difficile, oui c'est très 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 difficile, voire limite impossible. Donc soyons un peu clairs là-dessus. Donc alors dans le franchement impossible il y a l'aviation. Voilà, pour plein de raisons, si ça vous intéresse, je pourrais revenir là-dessus. J'en discute avec des ingénieurs aéronautiques qui vous expliquent bien à quel point l'avion à hydrogène est vraiment une illusion. Dans très difficile, il y a, je dirais, sans doute les gros bateaux qui nécessitent des gros moteurs diesel, qui utilisent des gros moteurs diesel. Dans très difficile, ou très 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 difficile, il y a le ciment, parce que dans le processus lui-même, on émet du CO2. Il faut aller le capturer. Je pourrais revenir sur la capture de carbone qui m'a beaucoup intéressé récemment. Et en fait, c'est très compliqué de capturer le CO2 quand on va à la sortie d'une cheminée. Très difficile, il y a l'acier. Alors, en théorie, on peut faire de l'acier à hydrogène. On pourrait réduire le minerai de fer avec de l'hydrogène, mais ça nécessite des quantités d'hydrogène énormes et donc des quantités d'électricité très importantes. Puis l'hydrogène est très compliqué à manipuler. Donc, c'est sans doute possible. Enfin, je veux dire, il est probable que Hybrid, par exemple, une entreprise sidérurgique suédoise, fasse quelques millions de tonnes d'acier à hydrogène d'ici 2030-2040. Bon, mais le problème, c'est qu'on produit 1,8 milliard de tonnes d'acier. Donc, les ordres de grandeur ne vont pas. Donc voilà, je crois que c'est pour la discussion démocratique, une fois encore, il vaut mieux partir du principe que ces secteurs-là seront carbonés et le demeureront au moins jusqu'en 2050, qui est un petit peu l'horizon temporel qu'on se donne pour parler de ces questions en général, quoi. Et donc, la question importante, c'est comment on décroît la consommation de ces matières-là, en fait. Puis, il y a le gros secteur de l'agriculture, qui représente quand même 25 à 30% des émissions mondiales. Je dirais que le moteur le plus difficile à décarboner, c'est nous-mêmes, c'est nos corps, en fait. Les engrais azotés, très très difficile à décarboner, la production d'azote, d'ammoniac. Plus on a besoin de plastique de partout dans l'agriculture. Maintenant, c'est dommage, mais voilà, il s'avère que le plastique est très pratique pour les agriculteurs. Or, le plastique dépend évidemment du pétrole. Bon. Donc, une fois encore, c'est pas pour dire, surtout ne faisons pas d'efforts, ne faisons pas de recherche. Absolument pas. Je veux dire, j'ai absolument rien contre les gens qui réfléchissent à comment décarboner l'acier, c'est très bien. Mais ne nous illusionnons pas sur le fait que ça va marcher. Et je crois que c'est important que les gens qui poussent ces recherches-là ne soient pas dans la promesse permanente. C'est-à-dire qu'ils fassent part aussi de leurs difficultés. Vraiment, moi je trouve ce qui manque dans le débat public en France, en tout cas c'est clair, je ne sais pas comment c'est en Espagne, ce sont des ingénieurs qui expliquent, mais pas forcément les ingénieurs... je veux dire, les ingénieurs qui sont vraiment les mains dans le cambouis. En France, il y a Jean Covici, mais je pense qu'il a un rôle plutôt positif dans le débat, c'est pas la question, mais je veux dire des ingénieurs aéronautiques qui vous expliquent par A plus B pourquoi en fait l'avion à hydrogène, faut pas rêver, des gens qui bossent dans la sidérurgie qui disent pourquoi en fait l'acier à hydrogène, ça va être très compliqué, etc. Voilà, des gens qui sont vraiment dans ces dispositifs de décarbonation et qui fassent part des difficultés qu'ils rencontrent. Je crois que ça aidera la discussion démocratique sur ces questions-là, quoi.
Désolé, j'ai été un peu bavard. Non, absolument pas. C'est très bien et c'est très intéressant. Et de toute façon, ce n'est que l'application à la transition en cours des idées que vous défendez pour l'histoire de l'énergie dans votre livre. En réalité. Tout à fait. Et encore, je trouve que vous êtes gentil avec les explications alternatives à la vôtre, au sens où on pourrait pousser ce discours, on pourrait continuer à parler dans ces termes-là pendant des heures et des heures et des heures. Et en effet, on pourrait inviter un ingénieur aéronautique ou un ingénieur aérospatial, etc. Et il ne ferait que renforcer votre point de vue. Oui, bien sûr. Donc c'est un problème. C'est un problème, oui. Non, mais c'est-à-dire, c'est un problème, mais en même temps, je crois que c'est important une fois encore, c'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme, c'est juste une question de réalisme bêta. Enfin, je veux dire, voilà, il y aura plein de carbone dans l'économie encore en 2050. Où est-ce qu'on le met ? C'est vraiment ça permet d'avoir la discussion politique nécessaire qui. Alors c'est un problème, en effet, parce que ça ne semble pas laisser d'autres sorties à l'humanité, à l'histoire de l'être humain sur Terre. D'aller chercher en effet à construire un gâteau qui soit plus grand, un pipe qui soit plus grand, donc en effet aller du côté des astéroïdes, de la Lune, etc. Soit d'aller vers l'auto-amputation énergétique dont vous parlez, soit on est dans la merde. On est dans la merde parce qu'en plus, on nous a, du côté, on va dire, à la fois de la science, mais je dirais des récits publics autour du changement climatique et de ses conséquences, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en 2050, en 2100, le monde sera invivable. Ce qui est certainement pas vrai, parce que le mot invivable veut dire une chose très, très particulière, mais si d'un côté, on nous met un mur de la taille de celui qui est à Gaza, ou qui avait, je ne sais pas s'il reste debout ou pas aujourd'hui, et si on nous met un mur incroyable qui est celui de la fin du monde lié au changement climatique, et de notre côté, les experts de l'histoire de l'énergie ou de l'énergie aujourd'hui nous disent on ne va pas faire de transition, c'est sûr que beaucoup de gens se disent j'aurai pas d'enfant, je sais pas, laisse tomber. La question de l'effondrement était très à la mode en France il y a une dizaine d'années. Moi, j'avais toujours été assez critique de cette idée que tout va s'effondrer, que c'est la fin du monde. On a aussi publié Pablo Servigno en espagnol. Mais bon. Parce qu'en fait, ce tout n'existe pas. Une fois encore, la question du changement climatique va poser d'énormes problèmes. C'est pas du tout pour relativiser la gravité de ce qui nous attend. Moi, la chose qui me convainc le plus sur le fait que ça va être vraiment des problèmes très difficiles à gérer, c'est le fait que pour remonter à une époque où il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère que maintenant, il faut remonter à 3 millions d'années, et les océans en ce moment-là étaient 25 mètres plus hauts. Donc il va se passer quelque chose de très grave déjà sur les côtes. Voilà, je suis désolé, on est à Barcelone, mais c'est vrai que je ne sais pas comment on gère 25 mètres de haut. Alors ça va prendre très longtemps, une fois encore, c'est pas demain, c'est pas 2035. C'est pour ça que la question de l'effondrement le problème c'est les temporalités, elles étaient ridiculement courtes. En fait, c'est des processus de très long terme qu'on enclenche. Donc ça va prendre sans doute plusieurs siècles pour avoir ce genre de montée du niveau de la mer. Mais voilà, c'est un peu ça vers ce vers quoi on s'achemine. C'est vraiment un monde très très différent. Et c'est ce qui explique en fait les climatologues et les paléoclimatologues. C'est qu'en fait la planète qu'on est en train de créer, c'est une planète vraiment radicalement différente de celle qu'on a connue dans notre enfance même. C'est ça qui est très troublant. C'est la rapidité de ce qu'on enclenche à l'échelle des temps géologiques. C'est pour ça que la notion d'anthropocène, elle était intéressante. C'est vraiment un changement d'état de la planète. Donc il va falloir le gérer. Mais après, une fois encore, c'est pas un effondrement. C'est quelque chose d'assez différent. Des pays pourraient gagner temporairement du changement climatique. Et c'est la position, en fait, quand on étudie un peu le cas... C'est clair que c'est la position de la Russie. La Russie, même par exemple. Les États-Unis, c'est eux. Alors, les États-Unis, quelque chose que j'ai étudié dans mon livre, et je dois dire, j'aurais dû développer davantage parce que j'ai trouvé ça vraiment passionnant, c'est le fait que très tôt, dès la fin des années 70, pour eux, la question centrale, c'est celle de l'adaptation. Il n'y aura pas de transition. Tout simplement parce qu'en Asie, on va avoir une explosion du charbon, et puis chez nous, on ne sait pas comment se passer de pétrole. Et donc, le changement climatique aura lieu. Est-ce que c'est grave ? Il y a des rapports à la fin des années 70, dont un qui s'appelle Living with Climate Change, 1976. Donc, c'est vivre avec le changement climatique. C'est pas arrêter le changement climatique, c'est vivre avec le changement climatique, qui dit on peut encaisser 3 degrés aux États-Unis.
parce qu'on a les moyens techniques, parce qu'on a un vaste territoire, parce qu'on peut relocaliser la production agricole, parce qu'on peut faire des nouvelles semences OGM qui résisteront à je sais pas quoi, etc. Donc une sorte d'espoir technologique qui n'est pas complètement infondé non plus. C'est-à-dire pour les États-Unis, peut-être qu'ils peuvent encaisser 3 degrés. Bon, après, on se rend compte que plein d'économistes... Les villes encaissent plus 10 degrés au quotidien. Oui, c'est très différent. Entre une variation journalière et puis un changement climatique, c'est très, très différent. Au sens où la bétonisation, enfin, l'artificialisation ah oui, d'accord. des sols, on vit dans un monde... Très artificiel. Je pense que un expert me dirait que c'est une bêtise de dire ça parce que ce n'est pas la ville n'est pas un espace productif au sens agricole ou autre, mais de fait on s'adapte au quotidien. On vit dans des environnements qui sont artificialisés et qui ont plus 5, plus 6, plus 10 degrés par rapport au même endroit sans béton ou sans artificialisation. Alors ça, c'était l'argument des économistes néoclassiques, néolibéraux aussi, dans les années 70-80 sur le changement climatique. C'est de dire, on va s'adapter. William Nordhaus fait tout un papier sur Homo adaptus en disant, mais regardez Singapour, ils sont très prospères, il fait très chaud. Regardez le Groenland, ils sont pauvres, il fait froid. Donc bon, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Le problème, c'est pas le problème, c'est qu'on change les climats de population et de société et d'infrastructures qui étaient adaptés à un climat donné. Et donc, c'est très, très différent. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est peut-être pas la bonne manière de poser la question. Et puis, c'est le problème des événements extrêmes, quoi. C'est-à-dire, Valence est adapté à un certain régime de pluie. Quand il y a un régime qui change, ça fait je sais pas combien, une centaine de morts. C'est une vraie catastrophe, quoi. Donc, voilà. Donc, on parle vraiment de choses vraiment, vraiment graves, quoi. Donc, ça arrive. Ça va arriver de plus en plus. Mais une fois encore, c'est pas un effondrement. Tout ne va pas s'effondrer. C'est des problèmes très compliqués à gérer. Et d'une certaine manière, je pense que pour gérer ce genre de problème, il faut qu'on ait des sociétés beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus solidaires pour encaisser ça, quoi. Donc en fait, je pense que c'est ça dont il faut qu'on parle avec la question du changement climatique, quoi. Ça doit poser des questions éminemment politiques. Comment on compense les gens? Est-ce qu'on indemnise, par exemple, toutes les belles propriétés en bord de mer qui sont possédées par les gens les plus fortunés de notre société? Elles vont sans doute perdre beaucoup de leur valeur si les océans montent de plusieurs mètres. Est-ce qu'on va indemniser ça? Peut-être qu'il faut... non, a priori. En tout cas, il faut qu'on en discute très sérieusement, quoi. Voilà, donc je pense que c'est plutôt ce genre de discussion tout à fait concrète, tout à fait politique que la question du changement climatique amène et amènera de plus en plus, quoi. Il ne faut pas non plus rentrer dans le truc, en fait, c'est progressif et donc on va s'adapter parce que on parle, par exemple, de zones où ça ne sera pas possible de rester trop longtemps à l'extérieur, plusieurs mois par an, quoi. Ça, c'est quand même des choses, pour l'agriculture, ça va avoir des effets. Ça va avoir des effets considérables sur la petite agriculture vivrière autour des tropiques, qui quand même fait vivre plusieurs milliards de personnes. Ça aura des effets catastrophiques. Et je crois qu'effectivement, mais une fois encore, c'est un discours à mon avis, qui vient plutôt des pays riches. Et pourquoi on n'a pas fait grand-chose? À un moment, tu disais pourquoi il ne se passe pas grand-chose. Je pense que la raison principale, dans les pays riches, c'est la confiance dans l'adaptation. Je mentionnais le cas des États-Unis en 76. On a la même chose en Angleterre en 89. En 1989, il y a Margaret Thatcher qui convoque ses ministres en disant qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire de changement climatique. Les ministres, les uns après les autres, disent on peut pas faire grand-chose. Ça aurait des effets économiques catastrophiques. Il faudrait taxer les carburants. Vous n'avez pas envie de faire ça, c'est pas populaire. Bon, la conclusion, c'est on va s'adapter. Voilà. Donc, il y a une très forte confiance des pays riches dans leur capacité à s'adapter, mais ils avaient bien conscience que pour d'autres personnes, ça serait plus difficile, quoi. Je reviens un tout petit peu en arrière pour reparler d'efficacité énergétique et de croissance de la consommation d'énergie autour de l'IA. ChatGPT 4 est aujourd'hui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un an après, parce que peut-être que cette vidéo est vue plus tard, mais un an après, ChatGPT coûte 2000 ou 4000 fois moins d'énergie par token, donc par unité de consommation, que lors de la sortie de ce modèle. Or, la même entreprise qui opère ChatGPT, donc OpenAI, évidemment consomme beaucoup plus d'énergie et prévoit de consommer encore plus d'énergie, plusieurs ordres de grandeur d'énergie en plus qu'aujourd'hui et qu'au moment de la sortie de ChatGPT 4. Est-ce que l'intelligence artificielle ou la révolution de l'intelligence artificielle n'est pas juste un cas de manuel pour vous, pour votre livre, pour votre vision d'histoire de l'énergie? Et si oui, comment est-ce possible qu'on soit en train de construire tout un débat public autour de l'IA, ce qui est le cas, sans que cette question
arrive à s'imposer, en tout cas comme une de celles qui importent. Parce qu'on voit bien qu'au fur et à mesure que la tension géopolitique, que le niveau de compétition augmente entre acteurs business et aussi entre acteurs géopolitiques augmente, on voit bien que ce sujet a de moins en moins d'importance dans le débat public. Bref, comment est-ce possible que, alors qu'on est devant ce cas de manuel de symbiose ou d'effet rebond, exactement, on n'en parle pas. Alors, l'IA, oui, effectivement, n'est pas très originale. Enfin, je veux dire, c'est à peu près comme tout. Enfin, l'informatique, c'est la même chose, quoi. On a des microprocesseurs qui sont infiniment plus efficaces et vu qu'on en met absolument partout, même là où il n'y a pas vraiment besoin, on consomme beaucoup plus d'électricité pour faire des calculs sur des microprocesseurs. Donc ça, c'est, je veux dire, juste la continuation de cette tendance-là. Après, est-ce qu'on n'en parle pas? Je sais pas. J'ai l'impression quand même que une des critiques intéressantes du numérique, c'est sa consommation matérielle, énergétique, les terres rares, Google qui veut réouvrir ou je sais plus quelle entreprise qui veut rouvrir des centrales à gaz pour alimenter ses data centers. Et c'est quelque chose, moi, il me semble, on en parle et c'est alors après que c'est peu d'effet aux États-Unis parce qu'il y a aucune régulation aux États-Unis. En plus, Donald Trump dit bah oui, il faut plus de fossiles. Bah, c'est sûr que ça les incitera pas. Mais dans un autre contexte, on aurait pu imaginer des régulations, je pense, sur la consommation énergétique des data centers. D'autant plus que ça nuit aux communautés locales. Ça fait que l'électricité est plus chère dans les agglomérations où il y a ces gros data centers qui pompent de plus en plus d'électricité. Donc, on aurait pu imaginer, je pense, une régulation à partir de leur consommation énergétique et matérielle, tout simplement parce que ça se régule assez facilement, alors que les usages de l'IA, ceux qui sont légitimes et illégitimes, les aspects éthiques, etc., c'est plus compliqué, c'est plus flou, c'est des aspects... Donc je pense que la consommation matérielle du numérique est une des voies les plus fructueuses en fait de la critique du numérique. Même si... Quand on regarde ça de très loin... n'a aucun effet. Ça n'a pas d'effet. Deux, le numérique, on consomme beaucoup, mais il y a plein d'autres choses qui consomment beaucoup. Par exemple, dans le dernier ou l'avant-dernier rapport de l'AIE, il montrait bien que, OK, l'IA et les data centers, c'est très gros, mais la climatisation, dans 20 ou 30 ans, ça sera beaucoup plus gros, en fait. Parce que le monde se réchauffe et le monde pauvre, tropical, s'enrichit. Donc forcément, il y aura de plus en plus de climatisation et ça va consommer beaucoup plus d'électricité, a priori. Donc voilà, il faut remettre tout ça, à mon avis, en perspective. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple du fait qu'on n'est absolument pas dans une... Il y avait un espoir dans les années 80-90, quand je commençais à m'intéresser à cette question, c'était l'idée de dire, maintenant on est devenu réflexif. C'était Ulrich Beck, la modernité réflexive. Il y avait cette idée aussi qu'on va faire des démocraties techniques. En France, c'était très à la mode avec les travaux autour de Michel Callon en disant vraiment, voilà, maintenant de plus en plus ces technologies, c'est objet de discussion démocratique et de choix politiques. La tour, Callon, etc. On voit que c'est complètement faux. Archi faux, c'est-à-dire le machin arrive, ça s'impose, le marché est créé, une fois que c'est créé, que les investissements sont faits, c'est fini, on vient pas en arrière et puis tout le monde se met à utiliser ce machin-là, quoi. Et il y a aucun moment dialogique de débat, moi c'est ça qui me frappe. Et pour aucune technologie récente, c'est arrivé, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment effectivement assez déprimant, quoi, qu'il n'y ait eu aucun progrès dans la réflexivité technologique, quoi. Aucun progrès et plutôt une régression récemment. Oui. Est-ce que quelqu'un a évalué l'impact de la fin, disons, de l'ère de la démocratie libérale, ou enfin de la fin de ces 50 dernières années, d'une certaine croyance en la régulation et la substitution de cette ère pour quelque chose de nouveau. Alors, c'est vrai que peut-être que je dis des bêtises, parce que la Chine vient d'accepter pour la première fois de réduire ses émissions globales. Tout à fait, oui. Donc on a d'un côté ce compromis, mais qui en même temps va main dans la main avec un développement, une croissance économique très forte et le besoin de pouvoir concurrencer les États-Unis sur le plan militaire et géostratégique. Évidemment, les États-Unis ont décidé que c'est plutôt bien en réalité d'émettre du CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Et l'Europe, je sais pas, l'Europe ne réfléchit mais ne prend pas forcément de décision et se voit plutôt imposer des choix technologiques et économiques qui la porteront là où elle devra être reportée. Alors,
Objectivement, le fait que le monde soit de plus en plus polarisé avec des tensions géostratégiques, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement, pour le climat. Enfin, c'est purement catastrophique, quoi. Tout simplement parce que si l'enjeu c'est d'être le plus puissant, c'est sûr que vous avez intérêt à exploiter maximum vos ressources pour être le plus riche. Enfin, c'est aussi simple que ça. Faut pas parce qu'il y avait cet espoir que finalement ces conflits géostratégiques pousseront l'avènement des renouvelables en Europe. Ça, oui, c'est sûr qu'on a intérêt en Europe à produire plus d'électricité avec des renouvelables qu'avec du gaz russe ou américain. Mais c'est pas à l'échelle des émissions mondiales, faut pas surestimer l'importance du gaz en Europe. C'est quelques pourcents des émissions mondiales, donc c'est pas ça le problème, quoi. Je crois que c'est 2 ou 3% des émissions mondiales. Donc voilà, ça pourrait réduire, mais c'est le trait de crayon, quoi. Donc non, vraiment, c'est juste catastrophique. Faut être bien réaliste. Je me souvenais, j'avais fait le calcul. Le gaz russe qu'on importe en Europe, c'est 1,5% des émissions mondiales. Voilà. Donc ça pourra réduire. Bon. Mais l'industrie de l'armement qui augmente, ça va émettre aussi beaucoup de CO2, peut-être même plus que les 1,5% dont on parle, quoi. Par contre, sur le côté l'Europe qui se fait imposer des choix, etc., je pense qu'il faut quand même relativiser ça, c'est-à-dire l'Europe reste, je sais pas, sur l'aéronautique, ça reste la plus grande puissance technologique, même le numérique. On croit que ça se passe uniquement aux États-Unis et en Asie, à Taïwan, etc. En fait, quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a des acteurs européens très importants. Une entreprise hollandaise qui est la seule à savoir faire des machines qui permettent de graver à très grande précision les puces, etc. Donc voilà, il faut relativiser ces visions. Et pareil, je ne sais pas si on rentre dans une ère où tout va être dérégulé, et avant on était dans une ère de régulation, c'est un peu trop fasciste à mon avis. En gros, oui, en ce moment, il y a un acteur qui est en train de faire des choses qui sont parfois irrationnelles, même pour eux-mêmes, qui sont les États-Unis, mais la Chine n'est pas du tout dans cette optique-là. Vous disiez, ils veulent réduire je crois ils ont promis de moins 5 à 10% des émissions par rapport à leur pic en 2035. C'est la première fois effectivement qu'ils s'engagent sur un objectif d'émission. Alors le problème, c'est que cet objectif est très peu frappant, quoi. Alors je pense que pour eux, il doit être très frappant. Je sais pas, parce que ça les met très loin de leur trajectoire de neutralité carbone en 2060. En gros, ils disent on va passer un pic entre maintenant et 2035, et en 2035, on sera 5% ou 10% en dessous de ce pic. Donc, en gros, ça va stagner jusqu'à maintenant, par rapport à maintenant pendant 10 ans. Et après, il faudra arriver à 0 25 ans après. Non, c'est n'importe quoi. En gros, c'est le dernier clou dans le cercueil de l'accord de Paris, ce que Xi Jinping a expliqué. Alors, ce qui est marrant, c'est pas marrant, c'est plutôt triste, c'est que souvent mes collègues aimaient bien contraster les États-Unis, ce serait la catastrophe à cause de Trump, évidemment, l'Europe où il se passe rien, et la Chine où il se passe plein de choses, le solaire, etc. Mais ça, d'une très très grande naïveté. La Chine a une intensité carbone de son économie bien supérieure à celle des États-Unis. Ils ont besoin d'émettre beaucoup plus de CO2 pour faire $1 de PNB que les Américains, et je parle même pas des Européens qui ont une intensité carbone bien meilleure. Donc en fait, imaginez que la Chine était très en avance. Non, la Chine est en retard par rapport à l'Europe sur les affaires de décarbonation, très en retard. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait pas non plus mettre trop d'espoir sur la Chine, quoi. Pour être juste avec ces personnes qui défendent ça concernant la Chine, je pense que l'espoir ou ce qu'elles observent, c'est que la Chine a des problèmes tellement immédiats liés à l'environnement que la Chine semble très motivée à poursuivre des changements structurels qui peuvent l'amener à être leader dans la transition énergétique en peu de temps, alors qu'elle venait de très loin. C'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Enfin, la Chine a fait beaucoup en peu de temps, on va dire. Ah oui, non, sur le développement du solaire, c'est grâce aux usines chinoises et aux bas salaires qu'on a des panneaux solaires aussi peu chers. Donc ça, c'est sûr. Donc c'est très important, y compris pour le reste du monde, sachant qu'elle exporte ses panneaux solaires dans le monde entier. Mais une fois encore, c'est une vision assez limitée du problème, quoi. En tout cas, vous critiquiez avant la croyance en l'adaptation. Non, c'est pas que je critique, en fait, c'est que je remarque que ça a été, disons, un thème clé très tôt, et que à mon avis, c'est comme ça qu'il faut comprendre la non-action climatique. C'est pas les marchands de doute. Parce que l'histoire classique, c'était, que mes collègues historiens sur lesquels ont beaucoup travaillé, c'était en gros les méchants pétroliers qui créent du doute. Ça existe, c'est pas pour dire que ça n'existe pas. Je pense que c'est secondaire.
par rapport à la confiance que l'élite économique et politique européenne et américaine a sur sa capacité à s'adapter. Alors, imaginons que vous faites partie des ministres de Margaret Thatcher dont on était en train de parler avant et que vous défendez votre vision d'auto-amputation énergétique. Ce n'est pas opérationnel. Pourquoi déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce concept, qui est juste une nouvelle reformulation de la décroissance, mais peut-être que vous pouvez l'expliquer, peut-être qu'il y a des nuances à introduire qui sont intéressantes, mais ça semble aussi peu opérationnel que d'autres, que le techno-optimisme, par exemple. Tout à fait. Pour plein de raisons qui sont à la fois techniques et surtout politiques et sociales, on sait parfaitement qu'on ne pourrait même pas dire quelque chose comme ça dans un conseil de ministres il y a 50 ans ou aujourd'hui et que ça serve à quelque chose. Je pense que c'est ça le problème, en fait. Concrètement, c'est comment ça se fait que ce truc archi évident, que si on veut réduire les émissions, il y a des secteurs, il va falloir les diminuer. Comment ce truc aussi basique, mais vraiment... c'est pas été posé dès le début, quoi. C'est ça, moi, qui me frappe le plus, en fait. D'accord. Et même, alors, qu'un ministre de Margaret Thatcher le dise pas, ça, évidemment, je n'ai pas de mal à le comprendre. Que des collègues scientifiques, payés par des institutions publiques pour dire le vrai, a priori, le disent pas, c'est ça qui est choquant, en fait. C'est ça qui m'a le plus troublé. Une fois encore, je pense qu'on peut pas reprocher, effectivement, à un ministre de droite néolibérale de dire, oui, on va pas parler de ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, pas très surprenant. Par contre, que le groupe 3 du GIEC, de l'IPCC, en parle très peu jusqu'à 2022, qu'il ait fallu attendre 30 ans pour que l'expertise officielle sur le sujet dise en fait, oui, il va falloir quand même commencer à parler des niveaux de vie, des niveaux de production. Ça, c'est très troublant. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé à la fin du livre. Comment ça se fait qu'on ait eu une expertise aussi timide sur ces questions, aussi technophile, aussi technosolutionniste. Et ça, c'est pas normal. C'est un scandale scientifique. Et pourquoi on n'a peut-être pas eu cette discussion politique? Peut-être parce que les scientifiques n'ont pas joué leur rôle sur ce sujet-là, qu'ils ont beaucoup trop joué le rôle de on va trouver la solution technologique à tel ou tel problème. Donc ça, je crois que c'est vraiment... c'est un des éléments tristes de cette histoire. C'est-à-dire la communauté scientifique, celle chargée des solutions, qu'est-ce qu'elle a produit comme type de discours sur les gros déterminants de nos émissions et de ce qu'il faut faire? C'est on va tout électrifier et on va produire de l'électricité renouvelable. Grosso modo, c'est ça le schéma dominant. Et pour faire ça, on va mettre une taxe carbone. En 3 mots, j'ai résumé 30 ans de... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et c'est quand même extrêmement... Enfin, ça marche pas, quoi. C'est pas vrai. On n'arrivera pas à décarboner l'économie comme ça. Il faut être parfaitement clair. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt l'expertise sur la mitigation, comment elle s'est structurée, pourquoi elle a pris ce pli technophile très tôt, et comment elle est peu à peu en train de le quitter, mais ça va très doucement. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Si vous prenez une fois encore le groupe 3 du GIEC, donc celui qui est en charge d'étudier les solutions, donc il fait la synthèse... Qui est le plus politisé aussi. Qui en tout cas touche des questions politiques, parce que c'est sûr que la physique de l'atmosphère, c'est plus éloigné de nos préoccupations journalières. Ils sont chargés de faire la synthèse de la littérature scientifique sur le sujet. Alors, cette littérature scientifique, elle est produite essentiellement par des ingénieurs, des scientifiques et par des industriels. Elle est coproduite même par des industriels. Alors déjà, premièrement, vous demandez à des ingénieurs et des scientifiques de trouver des solutions. Leur ethos, ça va être de trouver des solutions à la frontière technologique. C'est normal. Quand on travaille dans une université ou dans un centre de recherche, on est censé travailler à la frontière technologique. Et donc, c'est normal qu'il y ait une surproduction de papier sur l'hydrogène, sur la capture du carbone ou que sais-je. C'est normal. Donc, ça produit un biais. Mais ce biais-là, il faut le corriger. Et ça aurait été, à mon avis, ça aurait été le rôle du groupe 3 du GIEC que de prendre en compte ce biais en disant « Attention, il y a ce biais structurel au monde académique qui fait qu'on parle d'innovation, mais peut-être que c'est pas si important que ça. » Ils l'ont pas fait. Au contraire, ils l'ont encouragé. Et pour certaines solutions technologiques, c'est même plus problématique que ça et plus grave que ça. C'est qu'en fait, on voit très bien comment des industriels produisent de la science, très intéressés par rapport à leur business, qui ensuite va être approuvé par le groupe 3 du GIEC, et ça conduit à des options technologiques de plus en plus absurdes. Là, j'ai récemment sorti un papier sur l'histoire, en gros, de la capture et du stockage du carbone et l'histoire des émissions négatives. Franchement, c'est assez scandaleux ce qui s'est passé. En gros,
Donc peut-être j'ai besoin d'expliquer ce que c'est que la capture du carbone et les émissions négatives. On peut expliquer. Ici en Espagne, on a une boîte il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle Repsol qui essaye de faire ça depuis quelques années. Mais il se trouve que je connais des gens qui travaillent là-dedans et c'est très impressionnant de voir à quel point une idée peut ne pas avoir de corps. Comment derrière énormément de communication et de marketing, mais un marketing qui peut inonder les esprits, il peut y avoir rien du tout. Il n'y a rien du tout, effectivement. Et en fait, on sait très bien qu'il n'y a rien du tout depuis le début. C'est-à-dire, en fait, cette histoire on va récupérer le CO2 à la sortie des cheminées, d'une raffinerie ou d'une cimenterie ou de ce que vous voulez, on va le liquéfier, puis on va le mettre sous le sol. Ça semble, même d'un point de vue thermodynamique, on comprend qu'il y a un truc un peu absurde derrière ça. Bon, ça semblait absurde aux experts. Dans les années 2000 encore, le groupe 3 du GIEC est très critique, début des années 2000, le groupe 3 du GIEC est très critique de ça. Et puis, depuis les années 90, l'industrie fossile, genre Repsol, mais tous, il n'y a pas que les pétroliers, c'est beaucoup plus général, pousse cette option technologique-là. Ils créent des conférences. Énergéticiens maintenant. Les énergéticiens, voilà, évidemment, c'est beaucoup plus joli comme terme que ça rappelle pas cette bouillie noire qu'est le pétrole. Pousse cette option technologique, conférences, papiers, journaux scientifiques, peer-reviewed, tout ce que vous voulez. Et puis en 2005, il y a un rapport du groupe 3 du GIEC qui dit, il y a une littérature et qui change complètement la doctrine sur ce machin-là. La capture du carbone qui semblait être vraiment un stratagème grossier de l'industrie pétrolière et des fossiles pour continuer comme avant, devient un truc vert. Ça devient vraiment un secteur important pour décarboner l'économie mondiale, donc il faut y aller. Et à partir de là, il y a une explosion scientifique. Mais effectivement, pour la plupart des papiers sont des papiers de modélisation, de capacités futures, de ce qu'il faudrait faire pour que potentiellement c'est de l'importance. Les papiers qui analysent concrètement les dispositifs, il y en a assez peu. Et quand il y en a, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire, en fait, on récupère très très peu de CO2 à la sortie des cheminées. Ça a des coûts énergétiques gigantesques, c'est polluant. Enfin, faut pas faire ça, quoi. C'est pas une très bonne idée. Et on comprend. Enfin, j'ai envie de dire, il y a même pas besoin de toute la littérature scientifique pour comprendre pourquoi c'était une très très mauvaise idée. Bon, mais toujours est-il que le groupe 3 du GIEC a poussé ça. Et résultat, dans le rapport 5 de 2014, l'AR5 de 2014, ils expliquent que pour atteindre la neutralité carbone, il faudra stocker 10 gigatonnes de CO2 par an d'ici 2050. Alors, essentiellement en prenant du bois. Le bois, ça capture du carbone quand ça croît. Vous le brûlez. Vous faites de l'énergie, l'électricité, vous récupérez le CO2 à la sortie des cheminées et vous l'enfouissez sous le sol. Ça, c'est génial parce qu'évidemment, vous avez fait des émissions négatives. Alors, le problème, c'est que la production mondiale de bois, c'est 4 milliards de mètres cubes. Donc, je ne sais pas où ils sortent leurs 10 gigatonnes de CO2. C'est juste qu'il faudrait déjà quintupler la production mondiale de bois. Ça n'a absolument aucun sens. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez le GIEC qui dit qu'il va falloir faire des émissions négatives, vous avez des startups qui se créent, qui disent on va vous faire des émissions négatives. C'est une arnaque. Que les choses soient claires. Il faudra qu'il y ait des procès parce que c'est n'importe quoi. Récemment, en 2015, il y a une entreprise suisse qui s'appelle Climeworks qui invente un nouveau sorbant génial pour absorber le CO2 et ils disent d'ici 10 ans, 2025, on sera capable, on espère capturer 1% des émissions mondiales. Ce qui est pas mal quand même, 1% déjà, ça commencerait, ça veut dire qu'on parle de choses un peu sérieuses. Maintenant, vous allez sur leur site, il y a un onglet soutenabilité, vous cliquez dessus et ils disent maintenant on espère atteindre la neutralité carbone pour notre propre entreprise d'ici 2030, je crois. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à atteindre, ils n'arrivent même pas à compenser les émissions qu'ils émettent dans leur business, quoi. Donc c'est vraiment scandaleux. Et ce faisant, ils ont vendu des crédits carbone. Mais c'est quoi la valeur de ces crédits carbone ? Ils n'ont pas capté de carbone. Et puis il y a eu beaucoup de subventions. Et de nos jours encore, il y a vraiment une demande de subventions gigantesque de la part de ces startups, alors qu'ils n'ont même pas le début du commencement de machines qui marchent. Donc non, ça ne va pas. Je pense que le monde essaye de faire quelque chose qui est quelque part logique, qui est de faire le pari des modes de fonctionnement qu'il comprend ou qu'il comprend le mieux aujourd'hui, à savoir le libre marché, l'innovation, oui, on essaye de transformer ce problème physique en un problème économique, managérial et lié à l'innovation. Parce que c'est un langage que de plus en plus de gens et d'organisations parlent.
Et peut-être qu'en effet, c'est une voie sans issue. Voilà. Sur les émissions négatives, oui, c'est pas probablement, c'est quasi sûr, quoi. Enfin, je veux dire, on n'arrivera pas à stocker des milliards de tonnes de CO2. Ça. Mais l'auto-amputation énergétique n'est pas audible pour autant. C'est quelque chose qui ne peut pas. Enfin, le social à force de nature. La société, elle est comme elle est. On comprend les choses qu'on peut comprendre, et de la même façon qu'on peut pas comprendre la philosophie, je sais pas, sénégalaise d'il y a 1500 ans, parce que probablement elle ne fait pas sens. L'auto-amputation énergétique ne fait pas sens. Alors, c'est là où moi je suis un peu plus optimiste, là, pour le coup, pour plein de raisons historiques. Premièrement... Mais tu veux vendre plus de livres ou moins de livres ? Moi, je m'en fiche un peu, je touche tellement peu sur chaque livre. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas connu un seul auteur qui ne me pose pas la question de combien de livres il a vendu, combien d'exemplaires il a vendu. C'est pas tant pour les quelques euros que je gagne avec ça que pour savoir si mes idées circulent dans l'espace public. C'est plutôt ça le sujet, je dois dire. Même si ça paraît une excuse, c'est pas vu les ventes dont on parle, c'est mais vrai. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas un seul éditeur, il y a pas un seul auteur, il y a pas un seul, je sais pas, un boulanger qui veuille vendre moins de pain ou moins de livres. Enfin, ça n'existe pas. Alors bon, maintenant, désolé, je vous ai interrompu. Ouais. Et vous alliez dire pourquoi est peut-être changeable. Pourquoi c'est changeable ? Alors déjà, faut bien voir que, par exemple, sur l'automobile individuelle, dans la plupart des pays, les gens n'ont pas de voiture. Bon. Et c'est des sociétés qui fonctionnent malgré tout, quoi. Donc il faut bien relativiser, si vous voulez, le fait que l'automobile individuelle est une sorte de... C'est quasiment des droits de l'homme maintenant. Bon. On peut en discuter. Je veux dire, on pourrait très bien dire, en ville, dans une ville comme Barcelone, on n'a pas besoin d'avoir une automobile individuelle, il y a des réseaux de transport, on peut faire autrement, quoi. Et on garde les voitures là où c'est vraiment utile. Voilà, c'est des trucs vraiment assez basiques. Et les automobiles, est-ce qu'on a besoin de faire que c'est un objet de statut ? Non. Je veux dire, on pourrait très bien imaginer que tout le monde ceux qui ont des petites voitures, ceux qui ont des voitures ont des petites voitures. C'est pas un drame et c'est pas catastrophique pour l'économie et pour le bien-être. Voilà. Donc, il y a plein de choses, en fait. Quand on y réfléchit un peu, on se dit qu'il y a énormément de choses qui sont assez faciles de changer. Alors, une fois encore, ça ne nous amène pas à zéro carbone. C'est pour ça que cette idée de neutralité carbone, il faut la critiquer. C'est un objectif qui est beaucoup trop ambitieux et qui pousse les margoulins de la capture du carbone. Donc, je pense que c'est un mauvais objectif. Mais réduire les émissions de CO2 tout de suite avec ce genre de dispositif de politique publique, c'est pas révolutionnaire. On parle de choses assez faciles à faire. Sur la consommation de bœuf, on pourrait très bien diminuer la consommation de bœuf. D'ailleurs, c'est meilleur pour la santé. Il y a plein de gens... D'ailleurs, ça diminue. De fait, ça diminue. Le métier d'éleveur, c'est un métier qui est très difficile. Si on laisse faire, en fait, il y a de moins en moins d'éleveurs en Europe et il y aura de moins en moins de bœuf. Je veux dire, il faut au contraire soutenir la filière si on veut que les gens continuent à manger autant de bœuf. Donc, non, il y a plein de choses où les émissions peuvent diminuer par des changements de comportement sans que ça impacte drastiquement le bien-être. Et je pense, avant de parler d'un changement de civilisation, etc., il faut parler de politique publique, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Moi, c'est ça qui me surprend, c'est que ces choses hyper évidentes, on ne les fait pas. Est-ce que dans les pays riches, on a besoin de construire toujours plus de bâtiments ? On a une population qui stagne, voire même qui décroît dans certains pays. Bon, pourquoi on a besoin de construire tous ces nouveaux bâtiments ? Principalement pour faire de l'emploi, faire tourner la machine économique. Mais en termes de bien-être, on peut en discuter. Évidemment qu'il y a une crise du logement. À Barcelone, j'imagine, le prix du logement a beaucoup augmenté, comme à Paris, c'est impossible de se loger, etc. Mais ça peut se régler aussi en disant il faut réallouer aussi en fonction de la taille de votre famille, le logement qu'on peut avoir. Enfin, tout ça, c'est compliqué, mais on parle de politique. Et là, on parle de choses qui, effectivement, sont compliquées. Non, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Je pense qu'on parle de politique, mais ces idées-là, parce que qui finissent toujours par dévoiler une vision plutôt socialiste, écologiste et socialiste de ce que devrait être le monde, la société. Cette discussion, elle existe déjà. Elle existe, mais elle n'est pas du tout... que c'est pas audible, c'est parce que ces options politiques ne sont pas audibles. Elles sont pas audibles, voilà, exactement. Elles ne convainquent pas, elles ne sont pas convaincantes pour la population aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on les entend tant que ça ? Moi, je ne suis pas ultra convaincu que... je ne sais pas, est-ce que vraiment, au niveau du Parlement européen, il y a des gens qui disent, là, on doit changer tout le système automobile européen, il va falloir tout électrifier. C'est le moment ou jamais pour complètement changer l'objet voiture, en faire des toutes petites voitures le plus légères possible. J'ai pas entendu ça, pourtant c'est évident que c'est ce qu'il faut faire. C'est une évidence. C'est pas... Voilà, donc
je pense que non, on n'a pas eu un discours assez clair sur ce que ça impliquait vraiment de réduire les émissions de CO2, que ça a changé les modes de vie, que ça a changé l'organisation sociale et qu'il faut... Voilà, et je pense que effectivement c'est aussi assez clair qu'on devrait parler de la question du capitalisme de manière plus... sans que ça soit un truc communiste ou je ne sais quoi, mais tant que vous laissez les détenteurs des capitaux choisir où ils investissent, évidemment qu'ils vont investir dans les fossiles, ça rapporte. On va pas tourner autour du pot. La question, c'est de faire en sorte que ça ne rapporte plus. Donc oui, il faudrait parler de ce genre de problèmes assez fondamentaux, assez structurels. C'est pas pour dire qu'on va nationaliser toutes les boulangeries. Vous citiez l'exemple du pain qui est toujours très positif, c'est marrant. Alors que c'est aussi une agro-industrie énorme, mais bon. Mais on va pas nationaliser toutes les boulangeries, mais par contre, on pourrait parler effectivement des énergéticiens, comme vous disiez. Et d'ailleurs, dans plein de pays, la production énergétique, elle est nationale, c'est des entreprises publiques. Donc c'est bien c'est pas choquant de dire il va falloir que l'État mette beaucoup plus son nez dans les affaires des pétroliers, évidemment. Voilà, donc à mon avis, c'est pas tant ça qui pose vraiment problème que l'aspect géopolitique et géostratégique. Le fait que ce soit global. On dit pourquoi il se passe rien, parce qu'on n'a pas, c'est le dilemme du prisonnier ultra classique. Et dès les années 80, les géostratèges américains le disent. C'est impensable cette affaire de transition énergétique pour une raison toute simple, c'est que le carbone, il est où? Sous le sol. Il est en Russie, en URSS, on est encore pendant la guerre froide, aux États-Unis et en Chine. Donc deux puissances en rivalité géostratégique, plus un pays qui a tout à construire. Donc c'est sûr que le changement climatique aura lieu. Et de fait, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Oui, mais du coup, alors pour parler justement de cette petite voiture, parce que la taille des voitures, ou plutôt le poids des voitures, en effet, a doublé, je pense, depuis quelques décennies. Ça, je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on doit être autour de 1,4 tonnes ou quelque chose comme ça. Et on était à 600, 700 kg il y a quelques décennies encore. Et puis imaginons qu'on va vers des voitures de 500 kg par exemple. Et l'effet rebond, il y aurait forcément un effet rebond. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Et ça aussi, ça se régule. Ce que je disais, on met les voitures là où elles sont utiles, quoi. Mais comment ça va se réguler si dans votre livre est déterministe au sens où on n'a jamais rien connu de différent? Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. L'histoire est déjà écrite. C'est pas cette transition qui va être différente. Une fois encore, vous voyez que je suis en train de vous... Non, mais c'est super, c'est bien. Non, mais moi j'aime bien ça. Pas taquiner. mais d'apporter la contradiction, vous avez raison. Premièrement, quand mon livre est sorti en français, il y a eu un bandeau qui a énervé tout le monde. C'était « La transition n'aura pas lieu ». D'accord. Et je pense que c'est ce que je pense sincèrement. C'est-à-dire, j'ai pas envie de défendre outre mesure la décroissance, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. De fait, c'est une option politique qui probablement n'aura pas lieu. Et ce bandeau qui a été très critiqué, en fait, il est parfaitement juste par rapport aux perspectives énergétiques. Ouais. Vous prenez l'AIE, l'équivalent américain, personne ne voit une transition arriver. La révolution du solaire aura lieu. Oui, bien sûr, ça aura lieu. Il n'aura pas lieu. Voilà, parce que c'est beaucoup plus vaste que l'électricité. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc, voilà, ça c'est mon avis personnel, mais qui n'est pas personnel, qui se fonde sur sur les institutions internationales qui font la prospective énergétique. Ouais. Sur la question de... Alors, je sais plus. En gros, c'est déterministe. Alors, oui, l'aspect matériel, technologique, il y a une forme d'inertie, de déterminisme, parce que les choses matériellement se passent comme ça. Le ciment, on le fait d'une certaine manière, on va pas le faire de manière entièrement différente dans 20 ans à l'échelle mondiale. Ce n'est pas vrai. Là, il y a du déterminisme. Après, sur les formes sociales, sur les discours politiques, il y a quand même plein de changements. Et moi, j'étais assez surpris dans les années 70 à quel point la question de la croissance économique était remise en cause, à quel point la question du rationnement, par exemple, était posée très clairement. Aux États-Unis, après les chocs pétroliers, il y a plein de sénateurs, pas d'extrême gauche, qui disent la solution, c'est de rationner. Déjà, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'essence pour leur métier, il y en a qui n'en ont pas beaucoup, qui ont besoin de beaucoup moins, et on décide de ça. Et ça choquait pas tant que ça, en fait. Voilà. Et donc, comment ça se fait? Et pourquoi ces gens disaient là? Parce que souvent, ils avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, on avait effectivement organisé la consommation de pétrole pour en envoyer le maximum au front. Donc, je veux dire, un sénateur démocrate américain de la fin des années 70, c'est pas de la philosophie orientale d'il y a 1500 ans. Je veux dire, a priori, on raisonne exactement de la même façon. Comment ça se fait que maintenant, le rationnement, si on emploie ce terme-là, on se fait catégoriser dans le Khmer vert. En France, c'est l'expression que la droite aime bien, Khmer vert. Alors que c'est Khmer vert, comme les Khmer rouges. Voilà, il y a Khmer vert. Alors qu'en fait, ils sont forts en marketing. Alors que il y a un aspect un peu de bon sens dans cette affaire-là. Je remarque aussi, en France,
France, il y a eu ce qu'on appelait la Convention pour le climat, Oui. organisée en 2019, si je me souviens bien. Très intéressant en réalité. Exercice intéressant. Alors, ça servait à Macron pour désamorcer une contestation sociale. Non, mais en tant que tel, voilà, exactement. Le résultat, c'est pas du technofixe, c'est pas du technosolutionnisme que les citoyens ont poussé. C'est un résultat hyper radical. C'était hyper radical. C'était bon, on arrête la pub pour les voitures, on diminue tout de suite la vitesse sur les autoroutes, des choses évidentes, archi-évidentes. Mais à chaque fois qu'on reçoit une amende, on se dit mais putain, mais pourquoi il n'y a pas une limitation de voiture à 120 si je ne peux pas aller à plus de 120 on est pour l'Espagne ou à 130 pour la France. Alors, donc vraiment, en fait, plus on a un débat démocratique sur ces questions, comme la Convention citoyenne, c'était des gens tirés au sort. Donc, c'était même pas particulièrement des écolos. Après, ils ont été formés, c'est-à-dire des gens climatologues leur ont dit, bah voilà, c'est à peu près ça qui va se passer. Il y a un biais là, il y a forcément un biais. Il y a un biais, mais... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de climato-sceptiques ou juste des... Ouais, mais alors là, justement, c'est pas un biais. Là, pour le coup, là, faut faire gaffe, c'est-à-dire... Oui, en effet. Voilà. Je comprends ce que vous voulez dire, parce que, évidemment, la communauté scientifique est plutôt au clair. Exactement, là-dessus, il y a quand même plus vraiment de débat. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a un biais, mais je pense que c'est plutôt une bonne information qu'une désinformation. Voilà, donc ils étaient bien informés et ils arrivent à des solutions. Une fois encore, ça mène pas à la neutralité carbone, mais une fois encore, je pense que cet objectif est assez illusoire. Mais en tout cas, ça allait plutôt dans le sens d'une forme de sobriété, sans que ça soit la décroissance, je ne sais quoi, mais oui, de régulation des usages, quoi. Vos meilleures idées pratiques pour les années à venir en Europe seraient la voiture, le poids de la voiture et le rôle de la voiture dans la société, la viande rouge, enfin le bœuf en tout cas. Est-ce que vous en avez d'autres ? En fait, moi, je suis historien. J'ai pas envie de faire la recette pour décarboner. Il y a plein de gens plus compétents. J'imagine qu'il y a des gens qui vous appellent. Non, pas tant que ça. Quand quelqu'un de sympathique me demande, je réponds. Mais de fait, j'ai pas forcément envie de proposer. Et je le dis d'ailleurs de manière très claire dans le livre. Hein. Le livre est pas du tout orienté solution comme il faut. On n'est pas du tout là pour dire on va vous dire comment on va décarboner l'économie mondiale. Il n'y a pas de plan d'émancipation écologiste comme beaucoup de mes collègues aiment faire. C'est un livre très empirique en fait et très. Est-ce que le Shift fait un bon travail en France ? Oui, moi je pense que le Shift joue un rôle positif sur ces questions en France, très clairement. Je veux dire, au départ, c'est pas particulièrement à gauche, hein, le Shift Project. Ça vient pas, au départ, Jean-Marc Jancovici n'est pas une figure pour moi, c'est classique de la gauche, mais ils sont carrés, ils font des études sérieuses et très vite, ils arrivent sur des questions de niveau de consommation. Donc, j'ai envie de dire... les gens qui font ça de manière un peu intellectuellement rigoureuse, on aboutit forcément à ça, quoi. C'est pas... Donc, voilà. Et je pense que le Shift a joué un rôle important pour écologiser une partie de la population française qui n'était pas du tout écologiste au départ. Donc, ça a eu un rôle vraiment positif, à mon avis. Je pense qu'ils ont vendu plus de 50 000 exemplaires de leur dernier... c'est probable. Pour les éditeurs, ça doit faire donner envie. Mais, non, mais surtout la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, pas loin d'1 million d'exemplaires. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Alors, comme je ne veux pas finir avec des questions bateau sur l'avenir de l'énergie et de l'écologie et tout, et qu'en réalité, je pense que votre position est déjà très claire, je vous propose de passer à la dernière question qu'on pose toujours aux invités. Est-ce que vous pourriez nous recommander un invité pour ce podcast ? Alors, je vous recommande fortement mon collègue historien des techniques, David Edgerton, qui a un livre qu'il est en train de terminer, qui est déjà, je crois, signé avec un éditeur espagnol. Donc, ça en met en tête. Mais en tout cas, c'est vraiment l'un des meilleurs historiens des techniques actuels. Et son livre Shock of the Old, qui a sans doute été traduit en espagnol, est vraiment un livre assez révolutionnaire du point de vue de l'histoire des techniques, qui change même la définition de ce que c'est que l'histoire des techniques. Donc, c'est vraiment un livre qui m'a, moi, beaucoup inspiré. Je vous conseille aussi un collègue... que je connais pas, mais j'ai lu son livre qui s'appelle Édouard Morena, Fin du monde et petits fours. C'est une enquête ethnographique sur ce qu'il appelle la jet set climatique. C'est-à-dire les grands de ce monde, les milliardaires philanthropes qui passent du bon côté de l'histoire en prétendant proposer les solutions en général technologiques ou capture du carbone par la forêt, les solutions au changement climatique. Comment le capitalisme a réussi à se verdir dans les années, à partir des années 2000 principalement. Voilà, ça c'est un très bon livre aussi. Qui est-ce que je peux vous recommander d'autres ? J'avais beaucoup aimé un livre de Romain Felli, La Grande Adaptation. C'est un livre de 2014 qui renvoie un petit peu à ce que je disais à un moment dans notre discussion. Il étudie le thème de l'adaptation, l'histoire de ce thème-là aux États-Unis depuis les années 80, de l'adaptation au changement climatique.
Et il a une analyse qui me semble tout à fait juste. C'est pourquoi ce thème-là s'est imposé, tout simplement parce qu'on est en pleine vague néolibérale. Et l'idée de transition énergétique, outre le fait qu'elle est quand même assez foireuse d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que ça conjure dans la tête? Ça conjure un État omnipotent qui va réorganiser entièrement le système économique, etc. Et c'est pas du tout adéquat par rapport à, disons, à ce moment-là du capitalisme où on est plutôt dans l'idée que ce qui marche bien, c'est la libre entreprise et l'initiative individuelle. Donc c'est normal que l'adaptation, ce que vous disiez, ça se fait à bas bruit, chaque individu s'adapte, les agriculteurs sont des gens rationnels, ils vont bien voir que le truc va changer, ils vont changer de semences, etc. Ça, par contre, c'est très, très adéquat par rapport disons, à ce régime-là du capitalisme dans les années, à partir des années 80. Quoi. Donc c'est vraiment un bon livre, La Grande Adaptation, un livre qui est passé inaperçu en France, mais qui est vraiment très très bien. Voilà, ça fait déjà trois auteurs. Quoi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste, c'était un plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir dans ce podcast et j'espère que vous avez pu tout expliquer. Merci. Merci Álvaro, merci beaucoup a ARPA. Espero que hayáis disfrutado el episodio. Si es así, lo más útil que podéis hacer es compartirlo con amigos, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, todo suma. Suscribiros en YouTube y dejar una valoración de 5 estrellas en Spotify. Y si queréis convertiros en patrocinadores, tenéis toda la información necesaria en la descripción del episodio. Recordad que ARPA Talks es una iniciativa de ARPA, una editorial independiente que publica libros de filosofía, ciencia, historia, política, psicología, clásicos y más. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.